ici Sheila Mead, votre animatrice pour l'émission Tabou. Bonjour, bienvenue à l'émission Tabou Extra. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas une émission qu'on a l'habitude de faire, qu'on reçoit des gens, qu'on les passe en entrevue. Donc là, c'est vraiment plus une émission informative, à titre vraiment informatif, où on va vous parler d'un sujet très important. En étant une intervenante spécialisée, je pense que ce sujet est très important d'aborder. Donc, on va parler de l'autisme. Donc, j'ai avec moi Diana. Bonjour. Bonjour, bonjour, merci d'être venue. Donc Diana est l'invitation. Ça fait plaisir. Donc Diana est aussi une intervenante spécialisée surtout avec les enfants autistes. Je sais que tu es intervenante aussi en délinquance. Oui. Donc, mais tu as de l'expérience aussi avec les enfants autistes. Je touche un peu à tout. Ouais, c'est ça. Et même avec les adultes aussi autistes. Donc, qu'est-ce que c'est l'autisme? Hein? La fameuse question. Ouais, beaucoup de personnes ne sont pas au courant de cette condition, mais c'est important parce que c'est de plus en plus répandu. Donc, l'autisme, c'est quoi? Donc, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est important de dire que l'autisme n'est pas une maladie, mais bien une condition neurodéveloppementale, donc qui fait partie du trouble envahissant du développement. Donc, cette condition est présente dès la naissance. Donc, l'enfant est né avec cette condition, ça ne vient pas au fur et à mesure durant le subitement à un certain âge que ça va apparaître. Vraiment, dès que tu es né avec ton trouble de l'autisme. C'est ça, ça se développe pas dans le fond quand tu grandis. Ça vient déjà dès la naissance. Les premiers signes sont perceptibles dès l'âge de 2-3 ans, je pourrais dire. Donc, on peut déjà commencer à avoir des indices par rapport au fonctionnement de l'enfant si il se pourrait que l'enfant ait un trouble spectre de l'autisme. Donc, ces symptômes sont dus à un dysfonctionnement cérébral. Le trouble spectre de l'autisme affecte en fait 3 sphères. Donc, la communication, les interactions sociales et les comportements. Donc, on va voir ça à l'avantage au fil du temps que l'émission va avancer. En quoi ça affecte ces 3 sphères-là, mais c'est important de savoir que c'est vraiment ces 3 sphères-là que l'autisme affecte chez une personne. Pour des personnes, juste rajouter que pour les personnes qui autrefois auraient connu ce type-là, ce trouble de l'autisme-là, parfois, autrefois on appelait ça le syndrome d'Asperger, mais aussi on peut généralement on peut voir que l'autisme se caractérise par 3 niveaux de sévérité. Donc on va parler, oui je sais que tu n'apprécies pas trop ce terme, mais on va le mentionner tout de même. Ça part des symptômes un peu moins graves aux symptômes les plus graves. Donc l'aide nécessaire va varier en fonction de cette sévérité-là. Aussi, on va souvent avoir des comportements qu'on va appeler des comportements restreints ou répétitifs. Donc il va y avoir des rituels qui vont effectuer dans une séquence très précise pour eux, bien sûr. Définitivement, oui. Comme tu as dit, j'aime pas trop employer le mot symptôme parce que l'autisme, en fait, c'est pas une maladie, mais une condition. Mais en termes médicaux, c'est sûr qu'on va souvent voir le mot symptôme, mais on peut dire aussi signes, hein, des signes qu'on peut voir. Je trouve bien de le mentionner parce que, comme aussi on en a discuté tout à l'heure, il y a beaucoup de parents qui vont pas vraiment apprécier ce terme-là, qui vont réagir face à ça parce que veut pas, ça peut venir jouer dans les cordes sensibles de se penser que oh, bon, notre enfant il est pas normal, il est maladie. Donc je peux comprendre pourquoi, bien sûr, que beaucoup de personnes comme toi vont pas vraiment apprécier ce terme-là de symptômes. Oui, c'est ça. Mais il faut dire les mots tels qu'elles sont. Donc, les causes du trouble spectre de l'autisme. En fait, les causes ne sont pas connues jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup d'hypothèses émises par les scientifiques, les médecins et tout. Mais c'est pas vraiment connu. Mais aujourd'hui, on dit que c'est peut-être héréditaire. Donc, héréditaire, génétique, ça se transmet par les gènes. Mais aussi, on pense aussi que ça peut être des causes environnementales. Oui, beaucoup. Ouais. Donc, quand on dit causes environnementales, on parle beaucoup aussi de la pollution. Il y a des toxines dans l'air parfois. Donc, c'est sûr que dans le monde qu'on vit actuellement, on ne peut pas vraiment éviter de sortir. Puis, malheureusement. On vit dans un monde qui a beaucoup d'usines qui viennent de plus en plus, donc il y a plus de pollution dans l'air. Mais c'est une cause probable du trouble spectre de l'autisme. Donc, c'est sûr que si vous voulez fonder une famille, essayez d'éviter les coins plus pollués. Hein? On dit souvent que l'Est de Montréal est plus pollué que l'Ouest de Montréal. C'est vrai. Mais écoutez, si vous n'avez pas les moyens d'aller dans l'Ouest de Montréal, restez dans l'Est. Hein? Allez pas vous casser la tête. Faut pas se couvrir pour ça non
vont réussir à vivre malgré tout. Ouais, définitivement. Mais c'est un facteur de risque. Ouais. Donc, si on peut l'éviter, on l'évite. Donc, aussi, on disait qu'il y avait un lien entre le vaccin. Un vaccin qui s'appelle le RRO. Donc, le RRO, c'est la rougeole, rubéole et auréon. Donc, ce vaccin-là, on disait que quand les enfants le prenaient, en étant enfant ou bébé, ça causait l'autisme chez l'enfant, ça provoquait. Mais comme on l'a dit au début de l'émission, ça ne se développe pas l'autisme. Hein? C'est quelque chose que tu nais avec. Donc, ça a été même démenti, cette rumeur-là. Ça avait été sorti par un docteur. Ce docteur-là a été radié. Il a été radié, on peut dire. Il a été radié et il a été aussi poursuivi par... en fait, par j'imagine, dans le milieu médical, ils ont souvent... excusez-moi, j'oublie le terme en ce moment, mais... Mais il a été poursuivi, en fait, il a été poursuivi par... Pas seulement par le corps médical, mais il a été poursuivi aussi par d'autres professionnels. Donc, oui, donc ça a été au tribunal et tout. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'en France, ils avaient même fait le test. Donc, le test a même prouvé que c'était faux parce qu'il y avait une partie de parents qui n'avaient pas voulu donner à leur enfant le vaccin RRO. Et ces enfants-là, plus tard en grandissant, ils ont développé des maladies même mortelles. Donc, les enfants qui avaient pris le vaccin, contrairement à ce groupe-là, eux, ils n'avaient pas d'autisme. Il n'y avait pas eu un cas d'autisme plus élevé que d'habitude. Ça a permis de démentir la corrélation entre le vaccin et la cause du... Exactement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent jusqu'à aujourd'hui que c'est le vaccin qui cause ça, mais c'est faux. Le vaccin ne cause pas. Au contraire, c'est mieux de prendre le vaccin pour éviter toutes sortes de complications et le développement de l'enfant. Donc, c'est ça. Donc, les signes que vous pouvez percevoir, donc les indices que vous pouvez voir chez votre enfant, en fait. Donc, c'est sûr qu'un enfant, vers l'âge de 2 ans, est capable de reconnaître son nom. Quand on l'appelle par son nom, il peut réagir. C'est-à-dire, on l'appelle par son nom, il va se tourner, il va te regarder, il va réagir. Mais chez un enfant autiste, il n'y aura pas de réaction. Avant juste de continuer, je voulais aussi rajouter que les signes qu'on va vous nommer ne vont pas nécessairement être présents chez tous les enfants et pas nécessairement tout le temps, ni tous les signes à la suite de l'autre. Ça varie d'un enfant à l'autre et certains signes peuvent être présents et d'autres totalement pas. Définitivement, merci de le mentionner parce que ça ne veut pas dire que votre enfant a ces signes-là, que l'enfant est atteint du trouble spectre de l'autisme. Non, mais souvent chez les enfants qui ont été diagnostiqués de l'autisme, on va souvent voir que à l'âge de 2 ans, 3 ans, il n'était pas capable de reconnaître son nom. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait alerter un parent. Donc, ne pointe pas. On sait que les enfants, souvent en bas âge, ils vont pointer pour pouvoir communiquer un besoin. C'est-à-dire, ils veulent leur biberon, ils vont souvent pointer leur biberon, ils vont même aller chercher le biberon, ils vont pointer un jouet qu'ils veulent. Donc, c'est sûr qu'un enfant qui ne pointe pas, ça peut aussi être un indice qu'il y a quelque chose. Généralement, chez un enfant en bas âge, justement, c'est leur moyen de communication aussi. Utiliser des gestes pour essayer d'avoir l'attention des adultes autour d'eux. C'est ça. Donc, c'est important aussi d'être alerte à ça. Donc, c'est aussi, comme on dit, une manière de communiquer. On sait que l'enfant autiste, c'est une des sphères en fait, qui est atteinte, la communication. Donc, ça peut mettre la puce à l'oreille. Donc, ne cherche pas à imiter. Les enfants aussi, ils ont tendance beaucoup à imiter les gens alentour d'eux, leurs frères, leurs sœurs, ou bien même leurs parents. Donc, un enfant autiste ne cherche pas à imiter. Vous allez le voir vraiment dans sa bulle. Il ne réagit pas aux autres. Établir rarement un contact visuel. Ça, c'est vraiment connu chez les enfants autistes, qu'ils ne regardent pas les gens dans les yeux. Donc, des fois, on va leur parler. On va dire, par exemple, Jonathan, est-ce que tu veux quelque chose à manger? Jonathan, viens ici pour que je te parle. L'enfant ne va pas avoir tendance à te regarder dans les yeux. Il va plutôt fuir ton regard. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille. Quand vous parlez avec votre enfant et vous le voyez un peu absent, ça peut être un indice aussi également. Donc, ne souris pas aussi, ça peut être un des signes. L'enfant, en fait, on sait que les bébés ils aiment ça des fois faire des petits sourires dans mon coin là, mais l'enfant autiste n'aura pas tendance à sourire. C'est pas qu'il vous boude tout le temps, il peut avoir quelque chose plus loin derrière. Définitivement. Puis perd aussi, perd les habiletés langagières et sociales. Donc, qu'est-ce que je veux dire par perdre les habiletés langagières? C'est qu'un enfant commence à parler, on peut dire vers l'âge de
2 ans, 3 ans, il fait du babillage. Hein? Le babillage, c'est quand un enfant fait baba, bébé, fait des petits sons qui fait partie du développement du langage. Donc l'enfant n'aura pas tendance à faire ce genre de babillage-là. L'enfant peut aussi commencer à parler dès l'âge de 2-3 ans et arriver à 4-5 ans, l'enfant perd totalement son langage. Ça arrive souvent, moi j'ai des parents qui me disent comme ça, je comprends pas, mon enfant parlait à l'âge de commencer à dire des phrases et des mots vers l'âge de 2 ans, 3 ans. Puis là, soudainement, ça s'est arrêté. Donc ça aussi, ça peut être un indice qui peut vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a un problème aussi. Et d'aller consulter, c'est vraiment important. Donc, n'établis pas de contact visuel, ça a déjà été dit. Donc encore avec ce manque de contact-là, il y a aussi justement, ils vont avoir tendance à avoir plus d'intérêt envers les objets que les personnes qui sont autour d'eux. Et encore une fois, oui, on en a déjà parlé, mais on va mentionner qu'ils vont avoir beaucoup de comportements qui vont incorporer des rituels. Donc souvent, certains enfants vont, en entrant dans une pièce par exemple, avoir besoin de toucher telle lumière, fermer telle lumière un nombre de fois aussi souvent, oui, toucher tel objet qui y a dans son environnement parce que ça les aide à être confortables et être, comment dirais-je, en contrôle aussi de ce qui se passe autour d'eux. Ce qu'on appelle un TOC aussi. Oui, bien sûr. Donc comme tu dis, ils ont des rituels. Donc c'est sûr que pour l'enfant autiste, il ne sait pas comment communiquer, donc il va plus avoir tendance à aller vers les objets parce qu'avec l'objet, il ne communique pas, il n'a pas besoin d'apprendre à apprivoiser l'objet. Tandis que l'être humain, nous, il faut communiquer entre nous, donc c'est plus difficile pour l'enfant autiste de communiquer. Donc il y a beaucoup de signes, d'indices qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, tels que aussi un enfant qui pleure beaucoup. Un bébé qui pleure énormément. Il y a des parents qui disent que leur bébé pleure beaucoup. Parfois, ils pensent qu'il a faim, il a quelque chose qui lui fait mal, mais malgré tout, l'enfant pleure énormément. Donc, c'est pour ça que ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous voyez votre enfant qui pleure sans cesse. Il ne pleure pas pour rien, c'est que vraiment il y a une cause derrière, il suffit d'être patient et d'essayer de trouver cette cause. Oui, mais c'est sûr qu'un enfant qui pleure beaucoup très longuement, ça peut être fatigant, puis on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc ça aussi, ça peut être un indice qui met la puce à l'oreille. Donc on va aller prendre une petite pause et on vous revient tout de suite, alors restez branchés. Ici Sheila Smith, votre animatrice pour l'émission Tabou. Benita Jacques. Jésus là le bras. Là où elle me carré comme sous sofa, mais si dit acheter moi pour m'appuyer d'homme. C'est télé radical, regardez. Télé radical, télé radical, télé radical, télé radical. Merci Dieu. Regardez cause. M'fini oui, bon cap de crédit non. M'fini, bon cap de crédit Merci Dieu fait me faire tout tenter ça pour grand messi. On a une fois fait compte tenter on livre. Merci Dieu. Jésus arrive pour le cap là, non? Jésus là? Alors de retour à Tabou Extra, on parlait d'un sujet super intéressant qui est le trouble spectre de l'autisme. Donc c'est une condition neurodéveloppementale comme on l'avait dit initialement et non une maladie en tant que telle. Donc cette condition en fait, l'enfant est né avec cette condition. Ce n'est pas quelque chose qui vient au fil du temps pendant le développement de l'enfant, mais on est avec cette condition. C'est inné chez l'enfant. Exactement. Donc on n'a pas le choix de se faire avec. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont beaucoup de difficultés. C'est difficile. Mais il faut l'aimer pareil, notre enfant. En effet, c'est notre enfant, c'est notre sang. On n'a pas le choix de fonctionner avec l'enfant. Donc c'est important d'être bien informé justement par rapport à cette cause parce que ça demande un soutien.
C'est important d'avoir un soutien. Donc, on va en revenir un peu plus tard dans cette émission par rapport au soutien. Mais voilà. Donc, on va continuer. On parlait des signes, des symptômes que les enfants peuvent avoir dès un jeune âge qui pourraient alerter le parent par rapport à un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on avait dit comme ça le langage qui pouvait s'interrompre vraiment de manière subite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut porter attention. Donc, l'enfant autiste aussi n'aime pas ça, les caresses. Le toucher, le contact physique. Le contact physique, c'est difficile pour l'enfant. L'enfant autiste, c'est très sensoriel. Hein? Sensoriel, ça peut être autant le toucher, l'odorat, le goût, les bruits aussi. Beaucoup. Donc, l'enfant autiste a beaucoup de difficultés avec ça. Je ne dis pas que c'est tous les enfants autistes qui sont comme ça. Parce que moi, je connais des enfants autistes qui sont très affectueux. Ils vont avoir des tendances souvent à réagir négativement à certains stimuli, justement, extérieurs, mais ce ne sera pas tous les enfants, ce ne sera pas pour tous les stimuli non plus. C'est vrai. Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas tous les enfants autistes qui sont comme ça, mais la majorité des enfants autistes sont sensoriels. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, éclat de rire sans raison apparente. Ce qu'on appelle un peu l'euphorie. Donc, l'enfant va avoir tendance à rire sans qu'on sache pourquoi l'enfant rit. Il va rire continuellement. On va se dire, mais voyons donc, qu'est-ce que... Ça peut être drôle au départ, mais c'est surtout si ça persiste. Là, oui, ça peut être un autre indice de, ok, non, il y a peut-être quelque chose, il faudrait peut-être aller chercher un peu d'aide. Et même des fois, l'enfant va commencer à rire sans... comme on dit, sans raison apparente. Donc, l'enfant commence à éclater de rire, puis il n'y avait pas eu de blague initialement ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment un indice qui peut mettre la puce à l'oreille que l'enfant peut avoir un trouble, en fait. Donc, résiste au changement de routine. Ça, c'est inévitable. Je pense que tous les enfants autistes... Majoritairement. Je ne veux pas dire tout, au cas où, mais majoritairement, quand ça vient à changer des trucs, changer la routine, c'est très difficile pour eux. Ils sont très rigides par rapport au changement. En tout cas, comme tu dis, on va pas prendre le risque de dire tous les enfants, mais la majorité, la grande majorité des enfants autistes, vous allez voir qu'ils sont très rigides face au changement. Peu importe quel changement, mais surtout la routine. S'ils ont l'habitude, par exemple, de se réveiller le matin, ils savent que quand ils se réveillent le matin, ils vont aller se brosser les dents, ensuite ils vont aller manger, puis là, tout d'un coup, un jour, ça change. L'enfant peut faire une crise. Ça vient aussi avec la peur de l'inconnu. Surtout, ils sont habitués à quelque chose et là, boum, il y a quelque chose qui change dans leur routine. Ils sont inconfortables à ça parce que c'est l'inconnu. L'inconnu. L'enfant autiste n'est pas capable de tolérer ce qu'il ne sait pas. Donc, l'enfant autiste, il a besoin d'avoir une structure dans sa tête. Parce que l'enfant autiste, je pourrais dire qu'il a même une mémoire en image. Ça veut dire qu'il va vraiment se fier à l'image qu'il sait que, bon, ça, après telle chose, je vais faire une autre chose. Mais si du jour au lendemain on change sa routine, ça se pourrait que ça amène des comportements inappropriés parce que l'enfant n'est pas habitué à ça. Donc c'est important de savoir aussi que ça peut être quelque chose qui peut alerter. Quand vous voyez qu'un enfant il commence à faire des crises, c'est peut-être parce que il y a eu un changement quelque part que lui n'est pas habitué, il n'aime pas ça l'imprévu. Il n'aime pas l'imprévu. L'enfant autiste, il aime ça savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient après telle chose. Qu'est-ce qui se passe et quand, surtout. Vraiment. Donc, il faut être très précis avec les enfants autistes. Donc, les enfants autistes sont très fascinés, comme tu disais tantôt, par les objets. Ils ont tendance à vraiment porter une attention particulière sur un objet. Même un objet en particulier, vous allez voir qu'ils ne lâchent jamais cet objet. On ne sait pas pourquoi. Des fois, on a tous quelque chose qui est significatif pour nous, mais l'enfant autiste a vraiment tendance à prendre un objet, des fois un objet qui a même pas, je pourrais même dire peut-être même une cuillère. Oui, n'importe quoi, ça n'a pas besoin nécessairement d'avoir un lien sentimental ou peu importe. Peut-être parfois, oui, ça pourrait venir avec quelque chose qui a un lien sentimental pour cet enfant-là, mais souvent ça peut être n'importe, comme tu dis, peu importe l'objet, ça devient un automatisme pour eux, ils vont jamais le lâcher. Ils vont jamais lâcher très rarement. Exactement. Donc c'est quelque chose aussi qui pourrait mettre la puce à l'oreille. Donc à suivre, à regarder. L'enfant autiste ne craint pas le danger. Des fois, ils n'ont pas la notion du danger. Ils n'ont vraiment pas la notion du danger. C'est-à-dire, vous êtes en train de cuisiner, l'enfant autiste va des fois avoir tendance à venir et puis lui, il ne sait pas que c'est chaud, il ne sait pas que c'est dangereux. Il peut mettre sa main sur le réchaud, avoir aussi un chauffage qui est allumé. L'enfant autiste va avoir tendance peut-être même à mettre sa main à l'intérieur. Il y a certaines curiosités aussi derrière.
cette curiosité-là vient inhiber un peu la peur que l'enfant pourrait avoir, que justement si un enfant atteint du trouble du spectre de l'autisme, bah, cette peur-là disparaît un peu en quelque sorte en fait. Donc d'où vient l'importance des fois de protéger aussi ce qui est un peu plus à risque pour l'enfant, donc de mettre l'enfant à l'écart. On sait souvent qu'il y a des maisons qui barricadent même certains... des clôtures, même des haies de cèdre autour du jardin. Pour faire attention parce que l'enfant il n'a pas la notion du danger, il ne sait pas. En grandissant l'enfant, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que leur enfant vont éventuellement conduire, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vu jusqu'à présent, un enfant autiste qui conduit, parce que l'enfant autiste ou bien la personne autiste en devenant adulte n'a pas la notion de danger. Nous, on sait comment on conduit, il y a un angle mort à faire, on sait qu'il y a des étapes à suivre. Mais l'enfant... Les mesures de sécurité dans la vie de tous les jours que l'enfant autiste n'aura pas nécessairement acquis. C'est ça. Donc lui, il ne va pas être capable de faire toutes ces étapes-là dans sa tête. Quand je tourne, il faut que je fasse mon angle mort, il faut que je reviens. C'est trop compliqué. Donc c'est pourquoi on dit qu'ils n'ont pas la notion. Comme traverser la rue aussi. Voilà, je voulais amener ça aussi. Traverser la rue, ça peut être très dangereux pour un enfant ou un adulte autiste. Avec l'apprentissage, ça vient. Les acquis, on peut maintenir des acquis avec les enfants autistes. Il y a un apprentissage qui se fait. Mais initialement, c'est difficile souvent pour les jeunes autistes traverser la rue. Donc des fois, ça demande des accompagnateurs avec eux pour pouvoir leur montrer. Quand c'est la lumière rouge, ça veut dire... on attend. Il va falloir aussi souvent répéter ces exercices avec l'enfant parce que oui, ça pourrait sembler facile de simplement dire ok oui, la lumière elle est verte, on peut y aller. Mais l'enfant autiste, le lendemain, tu reviens ou même à la prochaine lumière, ça se ferait très bien que la lumière soit rouge et elle fait ah ok, ça c'est le lien qu'il va faire. Donc oui, il faut répéter et avoir beaucoup de patience. Pour que ça reste vraiment imprégné dans sa mémoire, très important. Donc aussi, on dit que l'enfant autiste a tendance à avoir un jeu obsessif ou bien il va jouer avec un jeu de manière étrange, même pas un jeu, un objet. Par exemple les pailles, nous on sait que les pailles on met ça dans notre bouche et puis on boit avec ça. L'enfant autiste ne va pas forcément savoir quoi faire avec ça, donc il va peut-être tendance même à les mettre sur une table et puis les placer de couleur en couleur. Donc il va mettre les roses avec les roses, les bleus avec les bleus, donc ça aussi ça peut être des indices. C'est joli aussi. C'est cute, mais ça peut être quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille aussi, hein. Donc ça aussi, avoir tendance à jouer avec quelque chose de manière inhabituelle. Des comportements qu'on va dire atypiques, pour ne pas dire anormaux, parce que ça peut être sensible d'utiliser ce terme-là, mais ils vont souvent avoir des comportements plus atypiques. Oui, c'est ça. Un enfant neurotypique, il va savoir que la paille, ça va dans la bouche. Voilà. Tandis qu'un enfant autiste, lui, c'est plus difficile de faire le lien, donc il va l'utiliser d'une autre façon. Donc c'est important de savoir. Donc les stratégies gagnantes. Quand on dit les stratégies gagnantes, on parle des interventions. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un enfant autiste? Comment il faut agir avec cet enfant? Donc utiliser un langage concret. Donc quand on dit utiliser un langage concret, c'est être très précis avec l'enfant. Avoir des mots simples, des phrases courtes. Donc utiliser des mots familiers avec l'enfant, comme par exemple aller à la toilette, aller manger. Ce sont des mots que l'enfant connaît, donc ne pas utiliser des mots que l'enfant ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc être très précis avec l'enfant pour qu'il puisse faire le lien. Donc Diana, on va aller prendre une autre petite pause, puis on vous revient avec les stratégies gagnantes. Ici Sheila Hamid, votre animatrice pour l'émission Tabou. Bonjour tout le monde, nom c'est Myriam Jean, Andréane de Château. Et mon seul télé que m'a coûté, c'est Télé Radical. Nous te mettre garder sur toute plateforme qui existait. Quitte lycée, Facebook, Instagram, YouTube. Andréane Abdinou, à regarder Télé Radical. Alors bon retour à Tabou Extra avec Diana en ma compagnie qui est elle aussi intervenante spécialisée dans le milieu. On travaille beaucoup avec les enfants autistes. Donc on connaît un peu pas mal. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle, on vient pas juste là et puis raconter. Là, on sait qu'est-ce qu'on... On a des images concrètes dans notre tête, donc
on vous amène les informations en espérant que vous allez les utiliser. Oui, exactement. Donc, on avait commencé avec une stratégie gagnante. Donc, comme on avait dit, utiliser un langage concret avec l'enfant, des mots familiers pour que l'enfant puisse savoir qu'est-ce qu'on veut dire. Ça va aider l'enfant à faire des liens justement dans son quotidien. C'est ça. Éviter les langages abstraits. Ça veut dire minimiser d'utiliser les expressions. Surtout, hein. Nous, on sait qu'avoir la langue dans sa poche, ne pas avoir la langue dans sa poche, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de manière sans filtre. Sans filtre, comme tu dis. Donc, on sait qu'est-ce que ça veut dire cette expression. Mais un enfant autiste ou un ado, adulte autiste, ça va être difficile pour lui de faire le lien. Il va vraiment imaginer qu'il y a une langue dans une poche. Donc, il faut faire attention à ça. Identifier les concepts plus abstraits. Exemple spécifié, c'est quand. Qu'est-ce que ça veut dire plus tard? Vraiment à l'aide d'une horloge ou bien d'un calendrier. Parce que l'enfant, il ne sait, quand on lui dit, quand on est trop vague, pour lui, ça, il faut vraiment être très précis et concis dans ce qu'on dit à un enfant autiste. C'est ça, exactement. Donc, quand on dit plus tard, qu'est-ce que ça veut dire plus tard? À 2 heures, plus tard dans la journée, dans la soirée, c'est important de spécifier ça à l'enfant pour qu'il sache à quoi s'attendre. Dans 30 minutes, dans 1 heure. Oui. Comme on a dit tantôt, ils n'aiment pas ça les imprévus. Il faut les dire qu'est-ce qui s'en vient. OK? De donner des consignes une à la fois. C'est important. Exemple, enlève ton manteau, enlève tes bottes, enlève ta salopette, c'est trop. C'est trop. Il faut vraiment lui commencer en lui disant enlève ton manteau. Il a terminé, enlève tes bottes, enlève ta salopette, une chose à la fois. Lui laisser le temps aussi d'analyser, de traiter l'information qu'il reçoit. C'est ça, c'est important parce que l'enfant, c'est difficile pour lui d'analyser tout en même temps. Utiliser des appuis visuels. Oui. Très important. En fait, le plus souvent, c'est ça qu'on utilise, en effet. Donc, les pictogrammes. Qu'est-ce que c'est les pictogrammes? C'est une façon de communiquer. Souvent, il y a des enfants autistes qui sont non-verbales. Il y en a qui sont aussi verbales, mais qui ont besoin d'un soutien visuel pour pouvoir vraiment assimiler, vraiment comprendre. C'est-à-dire, je veux que tu ranges ta chambre. Des fois, il va falloir dire à l'enfant, et montrer à l'enfant en fait une photo de sa chambre déjà propre pour que l'enfant puisse comprendre qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc, c'est important des fois d'utiliser ce genre de soutien-là. Les pictogrammes, en fait, ce sont simplement des images en lien avec peu importe ce que vous vouliez qu'il fasse, peu importe ce dont vous voulez, auquel il se réfère. Donc, utiliser des images de la vie quotidienne pour pouvoir l'aider à se repérer. Exactement. C'est vraiment un outil très efficace de communication. Donc, vous pouvez même aller faire des recherches par rapport à ça. Il y en a beaucoup sur Internet. Expliquez concrètement vos attentes, vos intentions et vos émotions. Par exemple, on peut dire à l'enfant, je suis très content de jouer avec toi. C'est important de lui mentionner parce qu'il ne va pas forcément le voir dans notre visage. Ou je suis très fâchée. Je suis fâchée parce que tu as fait ça ou quelque chose. Même par rapport à ça, l'utilisation de pictogrammes d'images peuvent aussi être utilisées pour déceler les émotions. Donc, utiliser des bonhommes sourires, des bonhommes fâchés, des bonhommes tristes pour l'aider aussi à mieux comprendre ce qu'on veut dire. En effet, c'est très bon d'amener ce point. Donc, c'est important que l'enfant sache qu'est-ce qu'on ressent parce que lui, il ne va pas être capable de le détecter forcément à travers nos émotions dans le visage. Donc, c'est important de savoir ça. S'assurer aussi l'état émotionnel de la personne autiste avant de lui donner une consigne ou lui dire quelque chose. Si l'enfant n'est pas disposé à recevoir une émotion, on lui dit pas, on lui dit rien en fait. Donc c'est important de savoir si l'enfant est prêt à recevoir l'information avant de lui dire. Donc est-ce que tu es calme? Est-ce que je peux te parler? Confirmer avec l'enfant son état émotionnel. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment. C'est sûr qu'on n'a pas tout, on peut pas tout dire là actuellement, mais vous pouvez aller faire des recherches par rapport à ça. Vous allez trouver beaucoup d'informations pour compléter ce qu'on dit. Alors, ce qui est important, en fait, c'est quand consulter. Hein? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de parents que vous ne voulez pas aller consulter parce que, bon, par gêne, par jugement, stigmatisation surtout. Donc, c'est important d'aller consulter les amis parce que votre enfant va avoir besoin d'un soutien éventuellement. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. En fait, vous êtes ce soutien-là pour votre enfant. Oui, ils sont le premier soutien. Donc, c'est par vous que ça passe tout ça. Donc, il faut aller consulter rapidement parce que c'est très long. Ça peut être très long à attendre. Donc, consultez votre médecin de famille. Initialement, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, allez consulter votre médecin de famille. Si vous n'avez pas de médecin de famille, il y a le CLSC. Le CLSC du quartier va vous référer à des ressources appropriées pour ça. Donc, important de rapporter au médecin tous les signes que vous percevez chez votre enfant. Vous pouvez filmer votre enfant, mais vraiment de manière discrètement. Parce que allez pas mettre la caméra devant l'enfant avec ses comportements. Je vous assure qu'il y aura une réaction. Une très grosse réaction, qui pourrait même être très violente. Donc, évitez d'exposer la caméra
devant le visage de l'enfant, mais filmer discrètement l'enfant. Comme ça va permettre au médecin de vraiment avoir une idée plus concrète de qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que veut pas, le médecin, il n'est pas sur place. Donc, textuellement parlant, c'est sûr que c'est facile pour un médecin de dire, ok, oui, pour qu'un enfant soit considéré qu'il y a une possibilité de trouble d'autisme, bah, oui, il y a certaines choses que lui, il aura dans sa tête, des signes que, bon, qu'il retrouve chez plusieurs enfants. Mais vous, en tant que parent, vous êtes le spécialiste de votre enfant. Donc, ça aide beaucoup à préciser, donc à aider à trouver une aide plus adéquate pour votre enfant. Puis aussi, être devant la caméra, en fait, voir l'enfant en action, vraiment, dans la caméra va permettre une meilleure compréhension du médecin. Il va pouvoir savoir, ok, oui, je comprends ce que vous voulez dire, je vois ce que vous voulez dire. Donc, ça va être, c'est une bonne option en fait. Une bonne idée de filmer peut-être les comportements pour que le parent soit, le médecin soit alerte à ce que vous dites. Donc, important d'aller consulter. Vraiment, c'est important parce que c'est grâce à ça que vous allez avoir du soutien éventuellement. Moi, je dis toujours aux parents, vous êtes les spécialistes de vos enfants, c'est pas nous. Vous les connaissez mieux que nous. Donc, il faut que vous êtes alerte à tout ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ne vont pas consulter. Mieux vaut prévenir que guérir. Honnêtement, même si vous pensez que, oh non, je vois quelques signes, mais ça ne vous paraît pas très important, allez-y quand même. À la limite, bah, les gens ils sont là, les médecins, tous les professionnels, ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Ayez pas peur, allez consulter. Oui. Et comme j'ai dit aussi, la liste d'attente est très longue. Alors, agissez avant. OK? Donc, pour confirmer le diagnostic, le médecin va vous diriger dans un centre vraiment approprié qui va poser le diagnostic avec des professionnels. Il y a tout type de professionnels, il y a des psychologues, des audiologistes, des ergots, infirmières, psychiatres. Donc tous ces gens-là vont pouvoir évaluer votre enfant pour pouvoir savoir quel aspect qui est vraiment touché, qui va permettre de poser un diagnostic plus précis. Mais il faut spécifier que c'est seuls les médecins et les psychologues formés qui peuvent poser un diagnostic. Eux, ils peuvent vous donner des appréciations. C'est-à-dire, oui, j'observe qu'il y a telle chose vraiment qui pourrait ressembler à un trouble spectre de l'autisme, mais ils ne vont pas pouvoir vous confirmer le diagnostic. Mais tous ces professionnels-là vont vous amener à un diagnostic. Parce qu'on sait que l'audiologiste, lui, il va avoir plus le côté sensoriel de l'enfant, l'ergo aussi. Donc, c'est très important que ces intervenants-là soient actifs dans le dossier. Donc, sinon, vous pouvez l'attente, en fait, pour recevoir une évaluation est très longue. Très, très longue. C'est pourquoi on dit d'agir rapidement. Parce qu'on peut attendre jusqu'à 2 ans, en fait, pour avoir un résultat. Il faut être patient avec votre enfant, mais il faut aussi être patient avec le système de santé. Oui, exactement. Donc, ça peut prendre jusqu'à 24 mois. Donc, c'est très long. Allez rapidement. Sinon, vous pouvez aussi aller dans le système privé. Mais c'est très, très, très cher, le système privé. Mais si vous avez les moyens, tant mieux. Alors, c'est ça. Donc, important de savoir que le trouble spectre de l'autisme, ça ne se guérit pas. Malheureusement, mais ça ne veut pas dire que votre enfant que c'est peine perdue avec votre enfant là. Votre enfant peut avoir une belle vie, il suffit d'être patient avec, lui donner beaucoup d'amour et justement de chercher de l'aide. Exactement. Et aussi, en étant aussi sur une liste d'attente pour l'évaluation, on va vous référer aussi sur une liste du CRDI, qui est le Centre de réadaptation déficience intellectuelle du trouble envahissant du développement. Chaque région en a. Donc, eux, ils vont pouvoir vous donner des services de stimulation à domicile ou bien vous allez dans le centre avec votre enfant. Ils vont vous accompagner là-dedans, ce qui va permettre au moins de stimuler l'enfant en attente d'être évalué pour un diagnostic. On ne vous laisse pas dans un coin, on vous oublie totalement. Non, vous allez recevoir une aide de tout le monde. Exactement. Alors, d'où vient l'importance vraiment, les amis, d'aller consulter. Soyez alerte à chaque signe que l'enfant peut avoir, que vous trouvez un peu suspect. Donc, soyez très alerte. Alors j'espère que vous avez apprécié en fait cette capsule, cette mini-mission. Si vous avez plus d'informations, vous voulez avoir plus d'informations, vous savez, vous pouvez me contacter sur Tabou, sur ma page Instagram, sur ma page Facebook. N'hésitez pas, contactez-moi si vous avez plus de questions. Je vais pouvoir vous en apprendre davantage ou même vous diriger vers les bonnes ressources. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Diana. Merci encore de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Je trouve que c'est un sujet super intéressant qu'il faut aborder. Il y a beaucoup d'enfants autistes. Vous ne le savez pas, mais il y en a beaucoup. Et surtout dans la communauté, il y en a énormément d'enfants autistes. Donc, les parents, ne soyez pas gênés. N'ayez pas honte, en fait, de ça, car ça fait partie de votre réalité. Et il faut agir le plus rapidement possible. Alors, merci beaucoup. On va terminer là. Et je vous attends pour l'émission de Tabou dans quelques jours. Merci. À bientôt. Si la tête apprend d'y faire, côté au bras le avis.
Comment nous y c'est merci Dieu. Moi-même, merci Dieu, je ne pas regarder l'autre télévision, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est sur le télé radical, moi branché. Passer en haut, passer en bas, n'a pas compté sur télé radical, qu'on fâche, qu'on content, télé radical. Jésus là! Ouais! Moi, je me garde de crédit, 5 mabas ou ma poca. Non, non, télé radical! Ici Sheila Mid, votre animatrice pour l'émission Tabou. Ça c'est tabou, c'est tabou, ça c'est tabou, c'est tabou, ça c'est tabou. Bonjour, je m'appelle Diana, présentement sur la chaîne Télé Radicale. Pour vous rappeler de vous abonner, partager et on se sent sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, YouTube. Alors abonnez-vous et partagez en grand nombre. Merci. Ici Sheila de l'émission Tabou sur la plateforme Télé Radicale. Nous connaissons déjà, c'est Télé Radicale lié. Allez vous abonner sur toutes nos plateformes, Instagram, Facebook, mais surtout YouTube. Quand nous cliquez le bouton abonner, nous avons toutes vidéos. Alors s'il vous plaît, suivez-nous, surtout partagez en grand nombre pour tout le monde qui suit nous tout. Merci et on vous attend.